On a regardé avec plusieurs bureaux d'études. Ça, ce sont des résultats que vous retrouvez notamment dans la mallette pédagogique qui sert de formation à tous les bureaux d'études de France sur E+C-. Et vous voyez, on va passer un peu les détails, mais tous les produits isolants d'un bâtiment sur une maison individuelle, par exemple, quand on fait la somme de l'impact du poids carbone de tous les produits isolants de cette maison, on représente moins de 5% de l'impact carbone des matériaux de construction de la maison. Donc tous les produits isolants ont un impact carbone qui est faible lorsque l'on prend leur poids carbone. Et le deuxième point qui est important, c'est qu'évidemment un isolant, son objectif c'est d'isoler. Donc de réduire les consommations énergétiques et donc les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment pendant sa phase de vie. Donc lorsque l'on fait un calcul de bilan environnemental, on imagine bien que plus on augmente l'épaisseur d'isolant, plus on va faire baisser le B-bio, plus on va faire baisser la consommation d'énergie primaire, plus on va faire baisser l'indicateur bilan BPOS, qui est bon an mal an la même chose que le CEP, à peu de choses près, donc la consommation d'énergie du bâtiment dans l'indicateur E+C-. On va faire baisser les émissions de CO2 liées aux consommations d'énergie du bâtiment, mais on va faire augmenter le contenu CO2 de la maison intrinsèque des matériaux de construction. Donc on s'est dit, poussons un peu le vis et regardons ce que ça va donner. Est-ce que par exemple, si on met 30 cm, 40 cm, 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 10 mètres d'isolant, à partir de quel moment la courbe s'inverse? À partir de quelle surépaisseur d'isolant l'énergie et le CO2 émis pour la fabrication et les transports des produits ne sont plus compensés par les gains de CO2 émis par le bâtiment dans lequel on a implanté l'isolant. Donc on a regardé où se situait ce point d'inflexion de la courbe, et là on a eu quelques surprises étonnantes. Bon, ça je vous passe les solutions techniques qui ont été utilisées, on a pris ce qui représente 80% du marché aujourd'hui, histoire d'être un peu sérieux. Et vous pouvez voir que, par exemple, dans les calculs E+C-, vous prenez une maison individuelle, vous la mettez par exemple en zone H1A, donc Paris, vous la mettez en zone H3, région PACA, et vous pouvez voir que même si vous passez de 2 mètres d'épaisseur à 2,50 mètres d'épaisseur d'isolant en comble perdu de cette maison, les 50 cm supplémentaires améliorent le bilan énergétique, le bilan environnemental de cette maison sur sa durée de vie. On aurait pu imaginer que l'inflexion arrivait bien plus tôt. On a été nous-mêmes assez étonnés qu'on arrive aussi loin dans la courbe. Mais vous pouvez voir ici qu'on peut aller jusqu'à 3 mètres d'épaisseur d'isolant en comble perdu sur ce type d'isolant avant que la surépaisseur d'isolant coûte plus cher en CO2 à fabriquer qu'elle ne fasse économiser d'énergie. Si on regarde les murs, par exemple, et puis là on va comparer un peu des isolants entre eux, en laine de verre, on est sur des épaisseurs, on est sur des murs de château fort quand on est là. 1,90 m d'épaisseur de laine de verre, on n'est pas prêt de fabriquer ça pour la construction ni la rénovation. Mais ça permet d'avoir quelques ordres de grandeur, et ça permet surtout de démontrer que aujourd'hui, l'isolant, c'est le seul produit dans la construction qui, plus on en ajoute, et plus on fait baisser le bilan carbone du bâtiment. Quelques comparaisons environnementales entre isolants qui brisent aussi quelques idées reçues. On pourrait imaginer que des produits dits biosourcés aient systématiquement un impact environnemental meilleur que des produits isolants dits traditionnels. Or, ce n'est pas le cas et c'est parfois démenti par les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, normées et vérifiées par tierce partie. Vous voyez ici, et là c'est pas nous qui le disons, vous voyez les différents logos. Vous voyez ici que pour isoler un mur, par exemple, vous avez 4 kg de CO2 du mètre carré pour isoler un mur en laine de verre. Vous avez 8 kg du mètre carré pour isoler le même mur avec la même performance en fibre de bois. Et vous avez 14 kg du mètre carré pour isoler un mur avec la même performance en polyuréthane. Donc, ça pèse pas beaucoup. Au total, on est sur moins de 5% du poids carbone du bâtiment. Et un isolant, on choisit parce qu'il isole. Il n'empêche que il y a quand même des écarts substantiels entre isolants en termes d'impact environnemental, et ces écarts ne sont pas forcément systématiquement au bénéfice des produits biosourcés. Voilà sur ces points-là.
En termes de rénovation, je vais passer du coup très vite sur ces aspects qui sont très proches de ce qu'on a sur le neuf, parce qu'on mouspille, parce que j'ai dépassé un petit peu mon temps, enfin j'arrive à la fin de mon temps. La démarche du côté de Saint-Gobain, c'est de faire en sorte d'isoler systématiquement à chaque étape de la vie d'un bâtiment, à chaque occasion, de faire en sorte d'embarquer l'isolation. Parce qu'on a bien conscience que ce ne sont pas les économies d'énergie ou la réduction des empreintes carbone qui vont être des drivers pour déclencher des travaux. Donc aujourd'hui, sur les travaux d'enveloppe, ce qui permet de déclencher des travaux, ce sont des souhaits de réaménagement, des souhaits de traitement de l'acoustique liés à des nuisances. Ce sont des évolutions liées par exemple à une recombinaison d'un bien immobilier lors d'une transaction ou lors d'une mise en location. Et donc du coup, on a bien conscience que c'est ces occasions-là qu'il faut absolument saisir pour embarquer des solutions de performance énergétique à chacune de ces occasions, et surtout ne pas rater le coche. C'est-à-dire que lorsque l'on fait des travaux d'isolation, ça ne sert à rien d'aller isoler un mur avec un R de 1. Parce qu'il faudra y revenir pour atteindre l'objectif de bâtiment à basse consommation. Et on sait très bien que lorsque l'on va attaquer l'isolation d'un mur, on ne va plus y revenir pendant les 30 ans qui arrivent. Donc du coup, on préfère ne rien faire plutôt que de faire des travaux de piètre qualité. Et donc, on pousse absolument à ce que les différents standards, des aides ou des réglementations, soient calés sur des performances minimales qui soient systématiquement compatibles avec l'objectif de facteur 4 à 2050. Ça veut dire R égale 3,7 sur les murs, ça veut dire R égale 8 en toiture, ça veut dire faisons des travaux de qualité lorsque nous les faisons. Hop, hop. L'offre technique existe. Ici, vous avez une matrice, par exemple, qui est diffusée par Isover chez tous les négoces de France et auprès de tous ses clients, et qui permet de montrer niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez dans le niveau 1 les performances mini nécessaires pour atteindre les niveaux de performance requis par les différentes aides, dont on parlait tout à l'heure, des C2E, du CITE, la future prime. Et vous avez ensuite des solutions qui permettent d'aller au-delà en termes de performance, puisqu'on sait évidemment aller au-delà de ce niveau minimum requis pour atteindre les aides. Et puis vous avez des petits pictos qui vous permettent de vous retrouver assez rapidement pour savoir où se positionne ce type d'isolant. Donc vous avez des offres qui sont particulièrement lisibles aujourd'hui et qui sont disponibles pour pouvoir être relayées et faire en sorte que l'offre soit poussée sur le marché de manière homogène, on va dire comme ça. Et pour finir, un dernier petit graphe, puisque j'ai vu que l'intervenant après moi était un intervenant du contrôle actif. Très bien. Bonjour Aurélie. Ici, vous avez un extrait d'une étude qu'on a menée en commun entre Saint-Gobain et Schneider Electric, et donc qui permet de démontrer la complémentarité entre l'isolation et le contrôle actif lorsque l'on travaille sur la rénovation des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, on a bien conscience que, pris individuellement, les business models des industriels ne permettent pas d'atteindre l'objectif du facteur 4. Et c'est bien par la combinaison de ces business models et par la combinaison de nos offres qu'on arrivera à faire en sorte de massifier la rénovation au niveau facteur 4 requis par la stratégie nationale bas carbone. Et donc, on a fait un certain nombre de travaux pour arriver à corréler l'impact et le choix de ces différentes offres. Et vous voyez ici qu'en partant de bâtiments, donc ici en abscisse, vous avez des taux d'occupation. Donc des bâtiments résidentiels ont des taux d'occupation des différents espaces qui sont entre 0,25 et 25% et 70% du temps. Plus on va vers la gauche, moins le bâtiment est occupé. Ici plutôt des bâtiments de bureaux, ici avec des très faibles taux d'occupation des écoles, voire même des salles polyvalentes encore plus à gauche. Et vous avez le point de départ de consommation et vous avez des gains. Donc plus le bâtiment a une occupation permanente, et plus il est logique de travailler d'abord sur des solutions passives d'économie d'énergie. Plus le bâtiment a un fonctionnement intermittent, c'est hyper logique, sauf que là on a mis des chiffres dessus, partagés. Plus le bâtiment a une occupation intermittente, plus c'est intéressant de travailler, non pas forcément en priorité sur l'enveloppe, mais plutôt sur le contrôle actif.
pour arriver à piloter les équipements de chauffage, d'éclairage et de ventilation en fonction de l'occupation. Et donc vous avez ici un graphe qui vous permet de montrer que sans remplacer le moindre équipement nulle part dans ces bâtiments résidentiels, dans les bâtiments de bureaux, bâtiments d'école, avec un travail sur l'enveloppe et un travail sur le contrôle actif, vous pouvez systématiquement gagner 80%, plus de 80% d'économie d'énergie, et qu'ensuite, selon le taux d'occupation, il vaut mieux travailler plutôt sur l'enveloppe ou plutôt sur le contrôle actif, et ça dépend vraiment du niveau d'occupation temporelle du bâtiment. Et effectivement, les offres sont particulièrement complémentaires et on le comprend bien. Ça permet de les illustrer. Voilà pour ces éléments. Et je vous rappellerai qu'on ne peut pas faire de stratégie nationale bas carbone sans isoler les bâtiments. Merci, et merci d'avoir fait mon travail en introduction au sujet suivant. Quelques questions.